jusqu'à ce que ma grand-mère et ma mère partaient dans une nouvelle église. Donc, elles partaient régulièrement dans cette église, mais il s'avère que cette église était une secte. Je dis, bon, peut-être c'est un rêve, mais je me réveille et je regarde le rideau, je vois que le rideau est en train de prendre feu. Du coup, tu es encore jeune Oui, et tu as vécu une expérience très difficile, celle d'un empoisonnement. Chers téléspectateurs, bienvenue dans votre émission À cœur ouvert, là où chaque témoignage est une leçon de vie. Et comme pour à son habitude, aujourd'hui, nous avons une invitée qui va nous raconter son parcours, son histoire, de manière anonyme ou semi-anonyme. La suite de l'émission nous en dira plus. Bonjour, bonjour. comment vas-tu? Très bien, merci. Très bien, je te remercie d'être là aujourd'hui avec nous. Et avant de commencer, est-ce que tu peux un peu me parler de toi, en commençant par ton enfance, bien sûr, s'il te plaît? D'accord. Alors moi, j'ai grandi dans une famille de 3 enfants. Je suis la fille unique D'accord. avec mes deux frères. Donc, une enfance joyeuse, je manquais de rien, heu, jusqu'à ce que, avec ma grand-mère et ma mère, heu, partaient dans une nouvelle église. Donc, elles partaient régulièrement dans cette église, mais il s'avère que cette église était une secte. OK, donc tu as quel âge à ce moment-là? J'avais, 9 ans à peu près. D'accord, donc tu as 9 ans. Tes parents vont dans une église, donc Non, vous êtes de confession, chrétienne? du côté de ma mère, oui, mais mon père, il est musulman. D'accord. Donc toi, à ce moment-là, tu suis la foi de ta maman ou la foi de ton papa? J'étais du côté de mon papa. OK, donc à cette époque-là, tu as 9 ans, tu es Oui, musulmane oui, et tu fréquentes quand même, parce que tu vas avec ta maman et ta grand-mère, des églises, chrétiennes? voilà, c'est OK, ça. très bien. Et du coup, ensuite, enfin, tout se passait bien, mais on voyait que ma mère, elle dépensait beaucoup, elle donnait enfin, toutes nos économies, tout partait dans cet endroit-là, dans cette secte. Et au fur et à mesure du temps, elle commençait à parler toute seule. Elle commençait à dire qu'elle entend des voix. Elle commençait à voir des choses que nous, on voyait pas. Elle parlait de se suicider, pardon. Elle voulait aussi, voilà, Mettre fin à ces jours, du voilà, coup? mettre fin à ses jours. Et du coup, ça, à ce moment-là, avec mon père et ma mère, ça allait enfin, plus trop comme avant. Du coup, ma mère de elle-même a décidé de partir vivre avec ses parents. D'accord, donc là, tu as 9 ans. Oui, Tu as 9 ans et du coup, ta mère, devient, folle. oui, Ça va plus. exactement. Elle a des crises de démence où elle entend des voix, Oui. où, même elle arrive même à avoir l'envie de se de s'ôter la vie, Mmh. et comment tu le vis du haut de tes 9 ans? Est-ce que tu comprends ce qui se passe? Est-ce qu'un adulte te dit ce qui se passe? Est-ce que tu sais mettre des mots à cette situation? En étant enfant, je c'était compliqué à comprendre de voir ma mère, tout allait bien, elle travaillait, elle était en bonne santé, elle manquait de rien et du tout au tout, c'était pas elle, en fait. Je connaissais pas cette personne-là qui fumait, qui buvait, qui faisait des choses, que j'avais jamais vues auparavant. Pour un enfant, voir ça, c'est traumatisant. OK. Donc tu Ouais, vois ta mère sombrer oui, dans des pratiques qu'elle n'a jamais, eu pour habitude. oui, Ta mère ne voilà, fumait pas avant, elle commence à fumer oui. et à ce moment-là, c'est quoi ton sentiment? Dans mon cœur, je demandais à Dieu de la garder, qu'elle redevienne comme avant,
qu'elle soit en bonne santé, qu'elle ne meure pas. C'était ça mes prières. Parce que moi, depuis mon enfance, j'étais musulmane, mais Dieu, il me parle beaucoup en songe. D'accord, J'ai donc beaucoup de songes, tu beaucoup de faisais des visions. songes, Beaucoup de visions, OK. voilà. Donc, quand je voyais, je faisais des songes où je voyais ma mère était couchée dans un cercueil noir. J'étais petite, je comprenais pas, mais je demandais à Dieu de la garder, de lui donner longue vie. Mm. D'accord. Donc tu as 9 ans, tu vois ta maman, sombrer dans des habitudes qu'elle n'a pas, devenir folle, clairement pour, si je reprends tes termes, c'est vrai Oui, que les mots sont forts. Tu me dis que ta mère quitte le domicile familial pour aller chez ses parents oui. et comment ton père vit tout ça? Comment ton père la soutient? Est-ce qu'il est présent? Mon père, il a, il a essayé. Il a essayé de l'aider, de voir ce qu'il pouvait faire. Il disait que, il pouvait pas s'en mêler plus parce que c'est des affaires de famille, que si il continuait, je sais pas d'où il a eu ces menaces, mais s'il continuait à vouloir l'aider, c'était lui ils allaient s'en prendre à lui ou à nous. Donc c'est bien plus profond qu'on ne le pense, Oui, qu'on ne le pensait du coup. D'accord. Donc on avance un petit peu. Donc tu as ce premier moment qui est marquant. Donc tu as 9 ans, tu vois, ta maman, sombrer, suite au fait qu'elle ait fréquenté une secte, donc elle sombre. Quelle est la suite de cette histoire? la suite de cette histoire, un événement marquant, c'était, on passait, parce que souvent on passait les vacances, chez nos grands-parents, donc on la voyait. Donc c'était un soir, mes grands-parents, ils étaient sortis, ils étaient rentrés, vers 20h. Tout se passait bien. Donc l'heure, c'était venu l'heure de se coucher. Donc ma mère, elle était, juste devant la porte, devant le hall, elle était en train de fumer. Du coup, nous on était sur le lit parce que c'était un lit superposé et il y avait un canapé et il y avait le coin où ma grand-mère et mon grand-père, ils dormaient, leur chambre. Du coup, elle rentre, voilà, on éteint les lumières, on est en train de s'endormir. J'ai dit: «Mais maman, je sens une odeur bizarre». Elle dit: «Non, mais c'est rien». Mon frère aussi, mon grand frère, il se plaignait de cette odeur-là. Elle dit: «Non, c'est rien, dormez». OK, on s'endort et je fermais les yeux et j'entrouvre mes yeux et je vois une lumière orange. J'ai dit: «Mais c'est un rêve ou?» Donc et je sentais que ma mes cheveux comme du feu, mais quelque chose de chaud. J'ai dit: «Bon, peut-être c'est un rêve», mais je me réveille et je regarde le rideau, je vois que le rideau est en train de prendre feu. Donc je me lève du lit, je dis: «Bon, je vais chercher de l'eau pour éteindre». Le temps que je m'en vais vers la cuisine, je vois que le feu a pris tout le mur et le long des rideaux. Donc du coup, à ce moment-là, j'ai commencé à réveiller mes grands-parents, tout le monde, pour dire qu'il y a le feu, faut qu'on sorte. Il y a le feu. Donc du coup, à ce moment-là, en fait, ils ont, ils ont fait les enquêtes. Ils ont fait des enquêtes. En fait, c'était ma mère quand elle était devant la porte, elle a allumé, elle a allumé un papier, un bout de papier dans son sac. Elle a posé où il y avait les affaires, où il y avait le rideau. Et du coup, c'est ça qui a pris le feu. Et quand on va profond, l'esprit qui l'animait voulait en fait tous nous prendre nous tuer en fait. D'accord. Donc tu as quel âge à ce moment-là? J'avais vers 10 ans, à peu près 10 ans, on va Donc dire. 1 an plus tard, ta Mm. mère repart chez sa famille. Elle continue dans ses états de folie et elle décide de vous brûler. Tes frères, toi et ses parents. OK. Est-ce qu'elle en a conscience? Je pense pas. D'accord. Elle en a pas conscience. Quelle est la réaction de tes grands-parents et de tes frères? C'était compliqué surtout pour mon petit frère parce que mon petit frère, lui, il a pas connu ma mère comme nous on l'a connue. Parce Oui, que lui, il avait 3 ans. avant qu'elle puisse, Oui. changer de comportement? Je pense que malgré tout ce qu'il y avait, il y avait toujours de l'amour. Parce que nous, on avait toujours l'espoir qu'elle Chez tes redevienne frères? comme avant. Parce qu'elle nous a toujours, tout ce qu'on voulait, elle nous a toujours donné. Donc, on n'a pas été des enfants qui l'a repoussé, qui l'a rejeté.
Vous l'avez comblée d'amour. Oui, comme on Malgré tout ce qu'elle pouvait vous faire, malgré, qu'elle a essayé clairement de vous tuer, vous l'avez quand même comblée d'amour. Waouh! Du haut de votre jeune âge, je trouve que c'est vraiment brave. C'est vraiment très, très brave. Donc tu as 10 ans, oui, on a compris que du coup, il y a eu beaucoup de rebondissements dans ta vie. Qu'est-ce qui se passe après, est-ce que tes grands-parents la mettent dehors ou eux aussi réagissent comme vous et la comblent d'amour et comprennent du coup la situation? ils comprennent la situation et du coup, ils cherchent, comme ils peuvent de l'aider à sortir de cette situation. C'était vraiment compliqué parce que ça a démarré en 2006, D'accord. donc c'était vraiment compliqué pendant beaucoup, beaucoup d'années. Donc suite à cela, les années passent. Elle vit toujours chez mes grands-parents et nous, on vivait avec mon père. Et un jour, on apprend que ma mère ne vit plus, avec ses parents, on ne sait pas où elle est. On la cherche, on la trouve pas, on va à Paris, on la cherche, on la trouve pas. Donc elle est portée disparue. Exactement. Et un jour, mon grand frère était avec sa copine et ils étaient à La Défense et ils ont vu qu'elle était sous un pont, assis comme une SDF et elle partait aussi à Porte de la Chapelle, elle fumait, OK. ouais. Donc là, ton frère a quel âge à ce moment-là? Il avait vers 17 ans, 18 ans à peu près. D'accord, donc on est quand même, des années plus tard. Donc elle décide enfin elle est portée disparue, mais en fait, je pense que dans sa folie, elle est peut-être mieux dehors. L'esprit la pousse un peu dehors Oui, pour pas qu'elle soit soignée peut-être, je ne sais pas. c'est Peut-être que la exactement ça. suite de l'histoire, nous en dira plus. Et qu'est-ce que ton frère fait à ce moment-là? Il lui dit, «Maman viens», parce que lui il avait pas son appartement, il vivait toujours chez mon père avec nous. Donc du coup, lui, il avait un peu d'argent de poche, il lui a dit: «Bah maman viens, on va t'acheter des habits». Donc il lui a acheté des habits, il lui a acheté à manger et tout. Et il lui a dit: «Non mais rentre, chez papy et mamie». Mais elle, elle voulait pas. Mais, à un moment donné, elle était partie, elle était rentrée, mais après elle est repartie. OK, donc elle Mmh, est repartie, chez ses parents, mais elle s'est réenfuie. exactement. D'accord. On avance un peu du coup dans l'histoire. Avant de passer, de continuer dans l'histoire, toi quand tu apprends ça, c'est quoi ton sentiment? Ça me faisait mal au cœur. Tu comprends pas? Mmh. Ça me faisait mal au cœur. Je en fait, je demandais à Dieu que ça aille mieux, mais ça empirait. Je me posais des questions. D'où c'est venu? Pourquoi elle? Pourquoi nous? Grandir, une fille grandir, sans sa mère, c'est compliqué. Mmh. C'est compliqué, il y a des choses que j bah, même si je suis proche avec mon père, il y a des choses que je vais pas parler avec mon père, je Ouais. préférais parler de ça avec ma mère. Mmh. Je me dis: «Mais le jour où je me marie, j'espère qu'elle sera bien». Mmh. Et je me posais beaucoup de questions. Je suis quelqu'un, même en grandissant, je réfléchis beaucoup, 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 beaucoup. Mmh. Waouh! En tout cas, je sens l'émotion au travers de tes yeux, et je sens que ça a été un moment, très difficile. Comment est-ce que, en tout cas pour cette première partie de ta vie, ces événements ont, façonné la personne que tu es aujourd'hui? J'ai un bon cœur, mais un cœur dur. Ça veut dire que peu importe la situation, je me dis que ça va aller. Je je suis quelqu'un que je me décourage pas, même si je tombe, Mmh. je je fais tout pour me relever parce que je peux que me relever, Tu pas le choix, mais j'ai au pas le vu de choix. ce que tu as vécu. Oui, Donc ça t'a rendue résiliente. Du coup, exact. tu es quelqu'un de très, très forte. OK. OK, OK. Ton père a refait sa vie entre-temps? Oui, il a refait sa vie. Donc vous vivez avec, votre belle-mère? Elle est Non, elle vivait encore, en Côte d'Ivoire. D'accord, OK.
Un autre moment, qui marque ta vie, du coup, tu es encore jeune Oui, et tu as vécu une expérience très difficile, celle d'un empoisonnement. oui. Que s'est-il passé exactement et comment a-t-il affecté, ta vie? Donc en fait, c'était en 2007. C'était mon premier voyage en Côte d'Ivoire. J'étais contente. Donc on est parti, et cetera. Un jour, j'étais avec mon père, on était parti voir, sa tante et elle a dit: «Ah bah, si tu veux, tu peux passer à la maison, tu peux rester à la maison un peu avec nous, tu dors à la maison et si tu veux, demain tu rentres». J'ai demandé à mon père s'il voulait, il m'a dit: «Oui». Mais il m'a pris à part, il m'a dit: «Si on te propose à manger, ne mange pas». J'ai dit: «OK». Donc on est parti chez ma tante et donc on m'a proposé à manger. J'ai dit, heu, j'ai dit: «Non, merci, j'ai pas faim». J'ai dit: «J'ai pas faim». Donc le lendemain, on me propose, encore à manger. J'ai dit: «Non, c'est bon, j'ai pas faim». Ils m'ont dit: «Ah mais non, faut manger, tu peux pas rester comme ça, faut manger». Ils m'ont un peu forcé la main. Bon, en étant jeune, je voyais pas trop le danger à part la prévention que mon père m'avait dit. Bon, j'étais petite, j'avais un peu faim, j'avais beaucoup faim même. Donc donc on m'a Tu pas pu servi résister. voilà, on m'a servi un plat des œufs à l'ivoirienne avec un thé. Donc j'ai mangé les œufs, tout va bien. J'ai bu le thé. La première tasse que j'ai avalée, j'ai eu un maux de ventre, mais un maux de ventre qui n'est inexplicable. En fait, c'était tellement douloureux que je savais pas ce qui se passait. J'ai dit: «Mais pourquoi?» Enfin, j'avais tellement mal et durant toutes ces vacances-là, jusqu'à mon retour en France, j'avais toujours mal et en grandissant, en fait, je pensais même que j'allais mourir quand j'étais en Côte d'Ivoire parce que je me tordais sur le lit et mon père, il me dit: «Mais qu'est-ce qu'il y a?» et tout. Il savait pas il savait pas ce qu'il fallait faire. Mon père, c'est un musulman. OK. Voilà, lui, c'est tout ce qui est traditionnel aussi, enfin, voilà, aller voir Des des guérisseurs? guérisseurs et cetera, pour me faire boire des choses ou me laver Pour que ça mais parte? voilà, mais malgré ça, c'était toujours là. Sans vouloir te couper, on arrive au moment fatidique de l'émission. Je regarde dans la caméra. Comme dit tantôt, l'émission à cœur ouvert est une émission où on peut venir témoigner de manière totalement anonyme ou semi-anonyme. Le moment fatidique est donc arrivé où nous allons demander à notre invitée si elle souhaite révéler son identité. Je me tourne vers toi et je te demande, est-ce que tu souhaites continuer l'émission de manière anonyme ou tu souhaites révéler ton identité? Je souhaite révéler mon identité. Je m'appelle Mariam, j'ai 27 ans, je suis mère et épouse. Je suis dans le domaine de l'esthétique, la cosmétique, l'agriculture en Côte d'Ivoire, l'immobilier en France et en Côte d'Ivoire. Je suis venue à cœur ouvert aujourd'hui pour vous raconter mon histoire. Alors j'ai grandi dans une famille ordinaire, une famille heureuse où un jour tout a basculé, où ma mère est devenue folle. Ensuite, je me suis fait empoisonner étant jeune en Côte d'Ivoire. Lors de mon accouchement, j'ai appris que mon fils n'avait pas d'anus. C'était un combat spirituel. Et à travers ma foi en Christ, le Seigneur m'a délivrée. Chers téléspectateurs, nous sommes donc de retour dans l'émission à cœur ouvert où donc notre invité nous révèle son identité. Waouh, tu es courageuse. Merci. Encore merci d'être là. Avec Et plaisir. du coup, on reprend le cours de l'émission. Donc, tu es en Oui, Côte d'Ivoire pour oui, des vacances. oui, c'est ça. Tu te fais empoisonner Oui, au travers d'une boisson oui, d'un thé. dentée. Et ton père de confession musulmane t'emmène voir des guérisseurs pour te laver, pour te purifier, mais rien ne change. Oui, rien ne change. Ok, je t'écoute par la suite.
Donc, en grandissant, je je me dis: «Mais il y a quelque chose qui me manque». OK. Je ne savais pas quoi, mais j'avais peur de mourir. J'avais peur de mourir et comme j'avais dit tout à l'heure, le Seigneur, il me parle beaucoup en songe. Je voyais beaucoup de cimetières, je comprenais pas. Quand je posais la question à des personnes, ils me disaient: «Non, quand tu rêves de cimetière, ça veut dire que, tu as une longue vie». Ah d'accord. Non, j'ai OK. compris après que c'est en fait, c'était l'esprit de mort. Voilà pourquoi j'avais peur de mourir comme ça, parce que je me sentais pas à ma place, en fait. OK. Voilà. Donc on est en 2016, Mmh. je me suis dit: «Non, faut que je». J'avais à l'esprit d'être chrétienne parce que je je pensais vraiment que ça c'était là-bas ma place malgré que je faisais le pardon, le ramadan, OK. mais fallait que je devienne chrétienne, je sais pas pourquoi. Donc en 2017, hem, j'avais rencontré mon copain de l'époque qui est mon mari actuellement OK. et quand je partais le voir en Côte d'Ivoire, il me disait: «Oui, viens, on va à l'église et tout». Malgré que je lui disais que je voulais être chrétienne dans mon esprit, Mmh. j'ai dit: «Mais non, moi j'ai pas envie d'aller là-bas et tout». Il me dit: «Non, mais on peut y aller, je t'invite, mais tu pas obligé de prier». Mmh. J'ai dit: «OK». Donc on est parti, il m'a invité. Donc tout le monde était debout, j'étais debout et en fait, à travers le culte, il y a comme une paix intérieure, une joie, quelque chose que j'avais jamais ressenti auparavant. J'ai dit: «Waouh!» J'ai dit: «Waouh!» OK. Là, tu vois la lumière, du coup. Exactement, Tu vois la lumière, tu te sens libre de c'est tout ce ça, que tu as pu vivre, de tous ces moments difficiles que tu as pu vivre auparavant. c'est ça. OK. Qu'est-ce qui se passe par la suite? Par la suite, je tombe enceinte. D'accord. Voilà, par la suite, je tombe enceinte, toute la grossesse se passe bien. J'ai juste une question Oui, pour que les téléspectateurs puissent bien comprendre. oui, On est passé de ton empoisonnement à ta conversion. oui. Avant de passer à l'étape de ta grossesse, ce que j'aimerais comprendre, c'est est-ce que tu connais les raisons de pourquoi tu as été empoisonné? Quel impact cet empoisonnement a eu sur ta santé physique comme mentale? Et de plus, est-ce que tu es toujours en contact avec ces personnes parce que c'est ta famille qui t'ont empoisonné? Alors au niveau de ma santé, ça ça m'a fait du mal, hein. Ça m'a quand même détruite de l'intérieur D'accord. et par rapport à ma famille, je je les croise pas. Voilà, c'est peut-être par occasion D'accord. parce que en fait, quand j'ai eu ma délivrance, je les avais pas encore vus enfin, jusqu'à maintenant, je les ai pas encore vus ces personnes-là. D'accord. Voilà, jusqu'à maintenant. Mais ils savent que tu sais. Ils savent très bien. Oui, ils savent. OK. Mmh. Ils savent que tu sais qu'ils ont voulu t'empoisonner et qui ont été d'ailleurs, la cause de beaucoup de tes maux. Oui, OK. Ton père parle toujours avec ces personnes-là? oui. OK. Il leur en veut pas? J'avais hésité à dire à mon père, que j'étais déjà devenue chrétienne, D'accord. mais je lui ai dit. Il l'a pas pris mal, Mmh. il a juste pas trop compris, mais suite à le témoignage que je lui ai dit, il a compris et il me croyait pas. Il me croyait pas que ces personnes-là ont fait ça. D'accord, elle fait ça. Malgré qu'il avait déjà entendu des histoires passées, un peu, je vais pas dire similaires, mais que ces personnes-là ont déjà fait du mal. Dans la famille, mais pas que je ne connais pas, Personnellement. vraiment, voilà. OK. Mmh. Et à ce moment-là, est-ce que tu en veux à ton père de pas se mettre de ton côté? Bah, oui, c'est pour ça que je voulais pas lui dire, parce que je savais qu'il allait pas Te croire? me croire et me soutenir. Voilà. D'accord. Tout à l'heure, pour revenir encore, sur, le début de l'histoire, tu as dit que ton père ne voulait pas, se mêler plus de l'histoire des crises de démence de ta mère, parce que sinon on allait s'en prendre à lui.
Donc spirituellement, il y avait une porte qui était Mmh, ouverte. oui, Il y avait, du coup des personnes qui lui voulaient du mal et lui avait peur de s'en mêler. Est-ce qu'après avec cette histoire d'empoisonnement, enfin, comment est-ce que enfin, la vision de ton père est restée la même? en grandissant, Ouais, oui, bah, lui, pour lui, il a fait ce qu'il pouvait. Pour lui, il a fait le maximum et ça, je lui en ai beaucoup, beaucoup voulu. d'accord. Donc à ce moment-là, tu as un sentiment de colère, De d'incompréhension, haine. de haine. OK. Le mot est fort, donc tu as la haine. Tu fais ta rencontre, personnelle, dans ta foi du coup, tu te convertis au Oui, christianisme, enfin par le biais de ton copain qui est aujourd'hui ton mari et on arrive au moment de ta maternité. Enfin, tu tombes enceinte, en oui, effet. voilà, je tombe enceinte, la grossesse se passe très, très bien. Voilà, je j'ai mes rendez-vous, aux échos, voilà, tout se passe bien et un jour, c'était le soir, j'ai senti comme quelque chose traversait qui traversait mon ventre et cette chose-là, j'ai essayé de j'étais éveillée, je dormais pas, hein. J'ai senti quelque chose comme si la chose rentrait dans mon ventre et la chose, j'ai essayé de l'arrêter, mais c'est comme si elle avait accès à mon voilà. La chose, c'était que je voyais pas, comme si quelque chose A était rentré, pénétré dans ton voilà, ventre. a pénétré dans mon ventre. OK. Donc tu voyais comme si quelque chose avait pénétré dans ton ventre? Oui, c'est ça. Donc en ce moment-là, je venais de me convertir, donc je priais, mais je savais pas comment prier. J'avais personne pour T'orienter. voilà, m'orienter comment prier, et cetera. Donc je lisais la Bible, je faisais comme je pouvais. Mmh. J'avais de l'huile sainte, donc j'ai mis sur mon ventre. Donc un jour, je dors, je fais un rêve comme, enfin, j'avais accouché dans ce rêve-là, j'avais accouché, mais mon fils, il était à l'hôpital D'accord. et c'est comme si, il y a des personnes qui venaient me voir, qui me rendaient visite, qui rendaient visite à mon enfant, mais moi, j'étais sortie de l'hôpital. En fait, c'est comme s'il y avait quelque chose qui était passé, je ne sais pas quoi. Dans la vie de ton enfant. Voilà, j'ai fait ce rêve-là. Donc après ce rêve-là, je me suis réveillée. Je me suis réveillée, je dis: «Mais» je comprenais pas trop. Mmh. Si ça serait maintenant, Là, j maintenant tu es plus éveillée, tu aurais mieux compris. j'aurais mieux compris, voilà, exactement. Donc voilà, je un jour de 19 janvier 2018, j'accouche. D'accord, Alors quand j'accouche, c'était un accouchement qui a duré presque 24 heures. d'accord, Heu, L'enfant descendait, mais remontait. d'accord, comme s'il voulait pas sortir. Voilà, il descendait, elle va chercher tout ce qu'il faut, il remonte et il a fait ça plusieurs fois. D'accord, Ah, ensuite, j'accouche vraiment vraiment difficilement, mais vraiment difficilement. C'est vraiment compliqué et ensuite, bah, voilà, ils ont réussi à faire sortir l'enfant. Ils font les vérifications qu'il faut. La sage-femme prend un thermomètre au niveau de ses fesses pour prendre la température. Elle se rend compte que le l'anus n'est pas perforé, qu'il n'y a pas d'anus. d'accord. Ils se rendent compte que l'enfant n'a pas d'anus. Donc je vois que ça court de partout, je comprends pas, je dis: «Mais qu'est-ce qui se passe?» Et ils me font comprendre que, l'enfant il y a un problème. Du coup, faudra le jour de sa naissance, se faire opérer avant que ce soit trop tard, quoi. OK. Donc ils essayent de trouver, bah, les hôpitaux de Paris, Qui sont compétents, spécialisés. voilà, dans ça. Ils ont pas trouvé de place et après au bout de peut-être 10 minutes, ils ont trouvé une place, donc ils l'ont ramené d'urgence pour faire, une opération. D'accord. Comment tu le vis toi à ce Ah, moment-là? j'étais très mal, j'étais très, très, très mal, Tu comprends pas? je Tu as comprends l'impression pas. que
J'ai dit: «Mais qu'est-ce qui se Ça te passe?» suit. Oui, j'ai Tu as dit: «Mais l'impression qu'est» que tout ce qui se passe depuis le départ te c'est suit. c'est ça, je me dis: «Mais qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce qui se passe?» OK. Je comprenais pas ça et c'est après que j'ai compris, j'ai dit: «Seigneur, tu m'avais montré, en fait, Un songe. OK. tu m'avais prévenu. Voilà pourquoi maintenant, à à partir de ce moment-là, je néglige pas Tes songes. mais voilà, mes songes, je n'ai jamais négligé ces songes Mmh. parce qu'il m'a prévenu de quelque chose qui allait arriver, c'était maintenant. J'allais prier pour briser ça, pour pas que ça arrive. OK, d'accord. Donc je comprends qu'à travers ça, tu as vraiment un parcours, assez difficile. Est-ce que tu en veux à la vie à un moment donné? Au début, oui. Ouais, tu Au veux tout début, oui. abandonner? Au début, oui, je me dis: «Mais pourquoi moi? Pourquoi moi?» Mais après, j'ai compris. Tu comprends pourquoi Mmh. toi. OK. Et pourquoi toi? C'est Dieu qui m'a choisi. Dieu m'a choisi et les personnes avec sans prétention, les personnes avec une forte, destinée depuis le bas âge, même pour certains depuis le ventre de leur mère, ils sont combattus. OK. Question très importante, qu'en est-il de ta mère aujourd'hui? Est-ce qu'elle a pu rencontrer, son petit-fils? Oui, elle a pu rencontrer bon, maintenant ils sont 3, mais Waouh! OK. elle a pu le rencontrer, bah, elle était là quand j'avais accouché, elle était auprès de moi, elle a vu et vraiment tout se passe bien. Tout va mieux, Oui, tout va mieux, plus de crise de démence. plus de crise, elle a son appartement, elle est bien actuellement. OK. Voilà. Est-ce que tu penses que ta conversion a eu un impact dans la dans la délivrance de la situation de ta mère? Je pense OK. je pense que ça a aidé, oui, je OK. pense. Et tu disais un truc très important tout à l'heure, tu priais, tu voulais que ta mère assiste à ton mariage. Est-ce que ta mère a pu assister à ton mariage? On l'a fait en Côte d'Ivoire, elle était pas là, D'accord, mais on va le faire ici avec tout le monde, toute la famille et du coup, d'accord. elle sera là. OK. Waouh! Merci en tout cas. On tend à la fin de cette émission et je tenais à te dire que tu es une femme très, très forte et Merci. ayant des valeurs chrétiennes également, je te confirme que les personnes qui ont une grande destinée sont très souvent combattues dès le bas âge et d'ailleurs, c'est leur vie même devient un combat. Exactement. Ça n'engage que moi, bien sûr. Mmh. Tu es très, très forte puisque je repense au début de l'histoire, voir sa mère à 9 ans sombrer dans la folie, se faire empoisonner, par des membres de sa famille, Mmh. donner la vie à un enfant qui, bah, se retrouve sans anus. J'aurais compris que tu veuilles tout abandonner et pour la fin de cette émission, moi, ce que je voudrais savoir, c'est est-ce que tu aimerais transmettre un message à une personne, heu, qui passe par un moment, difficile, qui passe par, ce type de parcours que toi tu as vécu. Si tu as un message à adresser à ces personnes, je te laisse regarder ta caméra et leur envoyer un message. Donc moi, ce que je pourrais vous dire, c'est ne jamais abandonner. Peu importe par quelle situation vous passez, ça va jamais durer éternellement. Never give up, c'est mon partage. Donc si vous voyez que quelque chose persiste, vous voyez que ça va pas, mais vous savez pas les causes, remettez-vous à Dieu, cherchez la face de Dieu. À travers ma délivrance que j'ai eue, j'ai appris beaucoup de choses, j'ai compris beaucoup de choses et je continue à apprendre beaucoup de choses parce que le Seigneur, il nous parle tout le temps, tous les jours. Moi, ce que je peux vous dire, c'est donner votre vie à Jésus-Christ. C'est le seul qui pourra changer toute situation parce il a été crucifié à la croix pour nous. Il a payé le prix pour nous, pour tout. Donc, n'abandonnez pas. Merci beaucoup.
Chers téléspectateurs, merci d'avoir regardé cette émission à cœur ouvert. Et si vous aussi, vous voulez nous partager votre parcours, vous voulez nous partager des événements qui ont marqué votre vie, qui pourront édifier ou fortifier une personne, qui regardera cette émission, n'hésitez pas à entrer en contact avec nous. Et on se dit rendez-vous au prochain épisode. Bye bye.